Bienvenue sur la première chaîne panafricaine d'information économique. Pour ce numéro de ce jour, nous recevons sur notre plateau deux journalistes de la presse nationale. Eugène Da, rédacteur en chef d'ATICI.net, c'est une presse en ligne. Et Bamba Mafungwe du journal Le Temps, chef des services société et économie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. Merci beaucoup, madame. Avec nos invités, nous allons parler du tourisme en Côte d'Ivoire et de la contribution de la diaspora ivoirienne dans la relance économique. Alors, en ce qui concerne le tourisme fait partie du domaine stratégique de l'économie et le gouvernement s'est engagé à créer un environnement propice au développement de ce secteur. L'objectif du ministère du Tourisme est de passer de 500 000 touristes en 2015 à 1 million de touristes à l'horizon 2020. Alors déjà, quel est votre commentaire sur cette prévision du ministère? Merci beaucoup, madame. À mon sens, ce sont des ambitions qui sont justes, qui peuvent être accompagnées. Mais il ne faudrait pas que cela soit des ambitions simples. Il faudrait que les actions accompagnent pour qu'on puisse quand même... Parce que le tourisme, c'est un secteur porteur, mais jusque-là, beaucoup d'actions restent à entreprendre. Je crois que dans le développement, nous en parlerons plus. Ouais. Oui, Bamba. Je voudrais me féliciter de ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui dans le secteur du tourisme en Côte d'Ivoire. On peut dire avec les derniers chiffres à notre possession, notamment sur l'année 2014, qui parle d'un investissement de 143 milliards de francs CFA, la mise en place d'un cadre institutionnel, je dis nouveau, d'un fonds de développement touristique, et le développement, la réhabilitation ou la cession de certains patrimoines siétaux qui appartenaient qui étaient gérés par le passé par l'État de Côte d'Ivoire. On peut dire que nous sommes bien partis, mais cela ne suffit pas, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte, certainement dans le secteur de la sécurité, le secteur peut-être de l'environnement, des affaires et autres. Justement, sur cette question, c'est vrai que l'ambition du gouvernement, c'est d'enregistrer 500 000 touristes en 2015 et 1 million de touristes en 2020. Mais est-ce que tous les facteurs sont réunis pour atteindre cet objectif? Je voudrais dire que oui et non. Oui, parce que déjà, au sortir je dis même bien avant, des efforts étaient en train d'être faits pour relancer le secteur touristique. Nous avons connu la parenthèse malheureuse, la crise post-électorale qui a freiné les choses, mais je crois que après la crise, il y a eu la mise à niveau du cadre réglementaire avec l'institution du Fonds de développement touristique. Nous avons aussi des remises par des abandons d'aide fiscale ou bien autres, le coup de pouce de la DGI en faveur du secteur touristique, les réhabilitations et autres. Mais avec des nouveaux produits qu'on voit aujourd'hui, produits religieux, le tourisme religieux, le tourisme balnéaire et autres. Et puis la mise aux normes peut-être de l'aéroport international d'Abidjan, la reprise de la desserte interne, voie aérienne d'une certaine localité de l'intérieur du pays, notamment San Pedro, on parle de Mans, on parle de Korogo, c'est tant mieux, mais cela ne suffit pas. Entre-temps, il est apparu un autre phénomène qui pourrait beaucoup décourager les touristes. Il faut le dire, certainement qu'on fait des efforts, mais nous, peut-être à l'exception peut-être d'ici d'Abidjan, mais d'Abidjan, l'intérieur est encore à la traîne en ce qui concerne le réseau routier, qui est mal entretenu. Des efforts sont en train d'être faits, il faut le reconnaître, mais il faut encore beaucoup. Et dans le secteur de l'électricité, voyez-vous, quand on vient dans un pays, on vient peut-être pour prendre du beau temps, et qu'à chaque fois, on va se retrouver avec des coupures d'électricité. C'est pas évident que cela puisse attirer. Je sais pas, j'ai mal dormi aujourd'hui, demain. Bon, je dis, je reviens, mais peut-être que je ne viendrai plus là. Il y a cet aspect, il y a le niveau sécuritaire. La Côte d'Ivoire, depuis quelques années, le gouvernement nous donne beaucoup de chiffres.
Mais dans la réalité, souvent, c'est difficile. À chaque fois que le FMI vient, nous avons la chance d'avoir quelques notes de synthèse du FMI, de la Banque mondiale, quand ces institutions viennent en Côte d'Ivoire. À chaque fois, l'État et le gouvernement avancent des chiffres, le FMI contre-attaque. Je pense qu'il faut rester serein. Il faut prendre ces chiffres-là avec beaucoup de précautions et dire qu'il y a des efforts à faire à ce niveau. Surtout que nous sommes en mai, mais nous allons avec les annonces des candidatures à la présidentielle par-ci par-là, le dispositif qui se met en place. Ce n'est pas de nature peut-être encourager choses à venir, mais il faut y croire. D'accord. Ouais, moi, je viens juste ajouter quelques 2 ou 3 éléments sur ce que le confrère Bamba vient d'annoncer. Dans un premier temps, le tourisme, avant que le tourisme ne soit effectif en Côte d'Ivoire, il faudrait d'abord que les sites touristiques soient entretenus. Il faudrait les réhabiliter. Quand on prend par exemple la baie des Sirènes, qui n'existe pratiquement plus. Quand tu prends Monogaga, qui en son temps quand même faisait la fierté de la Côte d'Ivoire également, qui n'existe même plus. Les sites de Mans, le pont des Lianes a été réhabilité, mais qu'est-ce qu'on fait pour entretenir ces trucs? Donc il faut dans un premier temps entretenir et encore encourager les gens à aller visiter. D'abord, il faut que même les Ivoiriens sachent que le tourisme est un secteur qui porte et que la culture que nous avons puisse nous permettre d'aller quand même voir ce qu'il y a ailleurs. Et c'est ça qu'il faut. Et ensuite, les vrais facteurs qu'il faut mettre en place, c'est le transport. Parce que si un touriste qui doit quitter hors de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire un touriste européen, je prends comme ça, qui vient en Côte d'Ivoire, s'il doit se rendre ici à Mans ou bien à Korogo et qui doit mettre 2 jours, 3 jours pour y aller, en tout cas, il faut comprendre que ce n'est pas facile pour lui. Donc, il faut développer le secteur du transport. Récemment, le gouvernement a annoncé l'acquisition d'appareils de transport aérien pour renforcer sa flotte. Si ça c'est fait, je crois que ça peut aider beaucoup. En plus de cela, il faut quand même permettre que les CHR soient quand même équipés et développés dans certaines zones. Parce que ces touristes qui vont, ils peuvent avoir quelques bobos. Et là, il faut que les centres de santé les plus proches puissent quand même réagir dessus. Donc, il faut développer, il faut équiper ces secteurs-là. Secondo, sinon troisièmement, il faut que ces infrastructures dont a parlé Bamba, l'électricité. Tu peux aller par exemple sur un site où s'il n'y a pas d'électricité, c'est-à-dire que dans ces zones-là, le touriste qui vient, qui n'est pas un habitué, ce n'est pas un Africain, ces conditions, ce sont des conditions minimales qu'il a besoin quand même pour quand même se faire. Mais s'il n'a pas accès à l'électricité pour pouvoir conserver certains de ses produits et autres, ou bien passer une nuit paisible, vous pensez que vraiment ce serait difficile dans ce cas-là d'aller. Et le secteur, le volet sécuritaire est important. C'est très important parce que il ne se passe de jour qu'on n'apprenne pas qu'un convoi a été attaqué. Bon, quelqu'un qui va en villégiature ou bien qui va peut-être sur un site et que la nuit on apprend que son convoi a été attaqué ou bien le convoi d'un autre a été attaqué, je parie que demain, si quelqu'un même avait projeté faire un tour en Côte d'Ivoire, il ne viendrait pas. Donc ce volet-là est important, il faut que vraiment ça soit pris en compte. Je pense que les autorités qui y travaillent ont ça vraiment dans leur projet. Et je crois que cela pourra permettre quand même d'aller où on veut arriver. Sinistré du fait de la crise ivoirienne, le tourisme amorce aujourd'hui un développement remarquable. Selon les statistiques, fin 2014, le nombre de touristes internationaux est passé de 470 809 touristes. En 2012, le chiffre était estimé à 289 191 touristes. Alors, Bamba, ce sont des chiffres satisfaisants pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui sort de la crise. Je pense que c'est bon à prendre pour l'instant, mais on peut mieux faire. On peut mieux faire en continuant à faire la promotion de certains produits touristiques ivoiriens. Vous voyez, aujourd'hui, je suis heureux, au moment où nous passons sur ce plateau,
qu'on nous annonce la réouverture du bâtiment principal du village Ivoire. Déjà, les travaux ont commencé en 2009 à la faveur des assemblées annuelles de la BAD qui ont eu lieu ici en mai 2010. Aujourd'hui, nous sommes en mai 2015. Très prochainement, la Côte d'Ivoire va accueillir une assemblée, je crois, élective à la présidente de la BAD. C'est quand même c'est du tourisme, c'est ceux qui viennent. On profite de l'occasion pour s'offrir du beau temps aussi bien à Grand Bassam, peut-être à Bingerville et même à côté. Il y a certains, par exemple, il faut aussi, pour faire grimper ces chiffres-là, on peut continuer à les inviter à découvrir les tours opérateurs, travailler conséquemment avec les tours opérateurs, à développer davantage le tourisme religieux. Nous avons la plus grande basilique au monde, la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Désormais, il y a un hôpital, je crois, de grand standing qui est là. On peut faire la promotion de la fête des Ignames. C'est une particularité. On peut aller vers l'ouest de la Côte d'Ivoire, les ponts des Dianes et autres. On peut aller vers Ouarangéré, les Tissirans, le village de Soko. Je crois que c'est dans la région de Bondoukou. Tout ça, c'est intéressant. Mais je continue de dire que des touristes qui viennent aussi bien de l'extérieur, c'est-à-dire même en dehors de l'Afrique, qui viennent découvrir la Côte d'Ivoire, les merveilles de la Côte d'Ivoire, pourront revenir que si la situation, ils arrivent à dormir dans de bonnes conditions, un environnement sain, aussi bien à l'aéroport, que l'aéroport aussi soit d'un bon standing, un niveau aux normes internationales. C'est donc à se féliciter qu'aujourd'hui, après une dizaine d'années de compétition, je peux dire ça ici, de courses, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, je crois, va bientôt réaliser des vols directs à destination, je crois, des États-Unis. C'est bien à prendre. Cela va nous aider à booster le tourisme, mais il faut continuer à travailler surtout sur le réseau routier. Le confrère l'a dit tout à l'heure, sur les établissements sanitaires, sur aussi le réseau électrique. Et je continue de dire, je persiste, et même de l'eau aussi. Quand vous levez le matin, vous êtes venu vous offrir du bon temps, passer des vacances peut-être à Monogaga, peut-être à Bondoukou pour aller voir Soko, ou à Korogo pour aller voir le village des Tissirans de Ouarangéré, et que vous n'avez pas d'eau dans votre hôtel, il y a une coupure d'électricité et c'est un groupe électrogène branlant qui se met en marche, parce que tout ça n'est pas bien. Il faut, ça c'est dans les normes un peu de l'Organisation mondiale du tourisme, il faut continuer à travailler, à stabiliser beaucoup le réseau électrique, à donner de l'eau potable, mettre aux normes nos hôpitaux, à vraiment améliorer davantage les capacités sanitaires. Et puis, on nous dit qu'aujourd'hui, on serait à 1,14 au niveau sécuritaire. On parle même, l'idéal, c'est d'aller à 1. Mais dans la réalité, comme il a dit tout à l'heure, il y a encore des poches de résistance du phénomène des coupeurs de route, notamment au nord. Même dans les zones de production de cacao et de noix de cajou, vous savez si bien avec moi que les prix ont grimpé de ce côté et quand partout il y a l'argent, ça attire souvent les esprits malveillants. Et donc il faut continuer à mettre l'accent sur la sécurité. Ok, bon, moi j'ai quelque chose à ajouter. Oui, tout à fait, parce que je pense que ce chiffre qui est quand même un record, c'est-à-dire 43%. De 2012 en 2014, on passe à un taux de 43%, c'est un chiffre record. Mais je pense qu'on aurait pu dépasser même ce chiffre. Seulement, ce qui manque, à mon sens, c'est la communication. Je me demande bien parfois, est-ce que les responsables en charge de ce secteur-là maîtrisent eux-mêmes les volets ou bien le patrimoine dont dispose la Côte d'Ivoire? Parce que jusque-là, je ne vois pas de plan de communication sur cet aspect pour permettre aux gens d'avoir une connaissance de ce qui existe, de ce qu'a la Côte d'Ivoire. Au cours d'une réunion, des grands rendez-vous, je ne sais pas si ce serait de la publicité, le quotidien d'un journal de la place. Le journal de la place. J'étais à cette rencontre-là et l'invité, c'était
les responsables en charge, le ministre et son directeur général du tourisme. Et j'ai demandé ceci. Parce que dans les interventions, j'avais cru entendre qu'il faut entretenir, il faut valoriser, mais je n'ai pas compris combien est estimé le patrimoine ivoirien. Et quand on parle, on a tendance à parler de ce qui existe et qu'on connaît. C'est-à-dire, tout à l'heure, Bamba a parlé des saints du Soko, que moi je connais bien, la zone. Il y a les cellules de Sapia dans la même zone que je connais, qui ont des coris sur les têtes, que je connais bien. À Man, on parle de Man, on parle de Grand Bérébi et autres. Mais il y a d'autres secteurs que les gens ne connaissent pas. On parle de forêt. Et j'ai demandé à savoir, est-ce que les responsables en charge du tourisme savent qu'il y a une forêt, une mangrove au sein du fleuve Komoué, qui fait la limite entre Daoukro et Aïmblekro. Ça dit que le département de Daoukro est Aïmblekro. Dans 3 villages, Konia Kwamekro, Komoué-Ngoua et le second village, on appelle Komoué-Ndanou. Au sein de ce fleuve-là, l'espace est dégagé. Ça vaut plus de 100 hectares de forêt, en tout cas vierge, qui n'a jamais été exploitée. Ça, du côté de Komoué-Ngoua. Du côté de Konia Kwamekro également, il y a près de 80. En tout cas, je ne sais pas l'estimation, mais ça dépasse. Et les animaux sauvages, quand on parle des buffles, ils traversent l'eau, ils savent bien nager, ils traversent, ils s'en vont se réfugier là-bas. Des buffles, toutes sortes d'espèces animales se trouvent là-bas. Mais quand on parle, on ne parle pas de ces secteurs. Et j'ai demandé qu'est-ce qu'on fait pour ces trucs-là, pour faire la promotion. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit non, c'est les cadres des régions qui devaient rapporter les informations concernant les sites et les choses. Il y a, dans ce même village de Komoué-Ngoua, il y a une forêt sacrée au pied du village qui n'a jamais été exploitée. Et cette forêt est là. Actuellement, c'est quelques billes de bois que les gens s'en vont couper dedans pour faire sortir. Vous voyez? Donc, le patrimoine existe, mais il n'y a pas de plan de communication. On ne révèle même pas ce que c'est ces éléments pour permettre aux Ivoiriens, sinon aux touristes, d'avoir l'esprit de dire que, ah tiens, cet aspect-là, j'ai besoin de connaître, il faut que j'aille. Et où je peux trouver en Côte d'Ivoire ou bien dans tel village. C'est ça qu'il faut. Je pense que si on met l'accent dessus, ça pourrait permettre. Sinon, en passant de 289 000 à près de 450, on aurait pu dépasser même les 600. Si les gens avaient une connaissance de ces sites-là, ce sont des voyages, ça peut dépasser. Je pense que l'objectif est prenable, même 1 million, là, on peut même l'atteindre en 2016, si réellement l'accent est mis sur une communication. Alors, nous sommes à l'heure de l'émergence. Comment ce secteur peut être un moteur de croissance économique pour la Côte d'Ivoire? Je disais tout à l'heure, il faut continuer à travailler, à accroître la capacité d'accueil hôtelière. Le ministre Roger Kakou disait récemment que le cadre réglementaire existe. Il y a un potentiel. Mais ce qu'il faut faire, c'est de mettre un peu l'accent sur les infrastructures, les réhabiliter. Je pense qu'ils sont en train de travailler. On m'a dit qu'au niveau des CIETO, qui par le passé étaient gérés par l'État de Côte d'Ivoire, est soit en réhabilitation ou en train d'être cédés à des privés. C'est le cas, je crois, de l'hôtel des ambassadeurs de Dalois qui a attiré les beaux jours de la cité des Antilopes. Je parle par exemple, je voudrais parler de l'hôtel Le Fromager de Gagnois. Il y a là, je crois, Séguéla, donc c'est devenu, ça a commencé à fonctionner. L'État avec le privé, ça fonctionne déjà. Dalois, on parle de 10 milliards. La mairie avec du privé. Je pense que c'est bon à prendre. Mais il faut continuer à travailler. Par exemple, aujourd'hui, nous avons, je crois, on parle de 30 000 chambres pour 2000 hôtels avec une capacité, un taux de remplissage de 60. Ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Peut-être on dépasse un peu la moyenne, mais on peut aller plus. Et quand je vois qu'ici, il y a des hôtels qui sortent de terre, hôtels bien étoilés qui sortent de terre, c'est bien à prendre.
il faut continuer à encourager les investisseurs, les opérateurs économiques du secteur de l'hôtellerie, leur faire des facilités comme on l'a fait juste après la crise, les remettre en confiance, et surtout tout cela devait aller de pair avec un lobbying, une opération azimut de charme à l'international pour permettre aux tout opérateurs de se retourner vers la Côte d'Ivoire. Nous avons en Afrique, par exemple, quand tu prends le Maroc, les Français qui sont nos ancêtres, enfin, disons ça ainsi, préfèrent venir au Maroc. C'est tout près, il y a la sécurité, il y a la stabilité. Je reviens encore sur mon histoire de stabilité. Vous voyez, là où il y a l'insécurité, ce n'est pas évident que quelqu'un vienne se reposer. Là où il y a l'insécurité, ce n'est pas évident que quelqu'un dise demain matin, il y a un masque sacré qui va sortir dans tel coin. Et comme le disait aussi mon confrère Nda, Eugène, c'est ça, Eugène, il faut répertorier, comment on appelle, tout le patrimoine touristique ivoirien. Il faut répertorier tout cela, dire que dans telle zone, je vais même mettre ça sur numériser tout cela. Je suis en Angleterre, je suis peut-être de la diaspora, je vais venir en Côte d'Ivoire, mais qu'est-ce que je fais? Et puis, je crois qu'il faut développer le tourisme interne. Regardez, moi, je crois que ça fait près de 20 ans que je suis à Abidjan, mais j'ai été une seule fois dans la forêt du Banco. Vous trouvez ça normal? Or, c'est quand j'y suis allé, j'ai été étonné que la possibilité que j'ai quand je suis dans la plantation familiale de téléphoner, je n'arrive pas à le faire. Ça dit qu'on est même à l'état naturel. Alors, nous sommes en plein Abidjan. Les téléphones ne marchent pas. Aucun réseau téléphonique ne marche en plein Abidjan. C'est une merveille. Il y a de l'eau de source là-bas. La nature est telle que une fois qu'on y met les pieds, on demanderait à revenir. Mais c'est difficile d'accès. Et donc, je pense que ce genre de sites-là, il faut les développer. On peut aider les gens, au lieu d'aller, aujourd'hui, le catéchique de tous les grands, je prends des pincettes, je prends des gants de tous les grands pays, c'est Assini, ils vont. Mais écoutez, à Bassam et à côté, on peut continuer à développer, faire la promotion de Bassam, qui est un patrimoine de l'UNESCO. On peut même aller à Jacquesville. Par exemple, aujourd'hui, qui est relié désormais à la terre ferme par le pont Félix Grégoire-Yassé, on nous dit qu'il y a 75 km de plage, vraiment, vraiment naturelle. Quand tu vas passer là-bas un petit temps, je pense que tu es... Et là encore, je reviens là-bas, selon ce que nous avons pris des autorités municipales, le confrère Joachim Begré, il faut le dire, on peut dire son nom, c'est un de nos confrères, nous a dit que déjà ils sont débordés. Il y a des gens qui viennent regarder, qui s'en vont, il n'y a pas trop d'hôtels, la capacité d'accueil même des restaurants, des maquis, ils sont en fin de semaine, ils sont souvent débordés. Mais en même temps, les larcins, les petits vols, les cascadeurs qu'on trouve souvent sur les routes en allant à Bassam les week-ends, on commence à se trouver tous les mauvais, tout ce qui était pratique peut-être peu recommandable, sont en train d'être implémentés de ce côté. Ça veut dire quoi? Il faut aider ce genre de site-là, ce genre de... Jacquesville, par exemple, appelle Grand Bérébis, renforcer la sécurité. C'est normal, je reviens encore là-dessus. Quand quelqu'un qui vient découvrir un pays se fait agresser, se fait voler de l'argent ou un ordinateur portable, ne serait-ce même qu'un portable mobile, un mobile en main, et il ira avec un mauvais nom, comme on le dit chez nous. Et donc, tout cela doit être soutenu par un cadre réglementaire. On dit à un investisseur, tu viens, tu investis, par exemple, voici ce que tu dois faire en termes de recrutement de la jeunesse. Ailleurs, il ne faudrait pas, la préférence nationale, il ne faudrait pas en avoir peur. Il faut donner peut-être la possibilité à nos jeunes qui sortent du lycée professionnel hôtelier de travailler là-bas. Il faut donner la possibilité
à ceux qui existent dans l'informel, il faut les organiser. Donc un peu, je fais un coup d'œil à l'artisanat. Et je dis encore, comme il a dit, il faut répertorier tout ce qui est patrimoine. On doit être à même de dire, je suis sur le site de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis, je tape dessus, destination, je vais aller, j'ai du mal à repérer les nouvelles dénominations des régions. Je vais aller dans la région du Go, je tape, il y a la fête du Nouveau Riz, je vais aller peut-être dans le Djuablin. Voici ce que je peux trouver, la fête des ignames. Je vais aller dans la région qu'on appelle du Tchologo. Bon, excusez-moi. Voici ce qu'on trouve. Je pense que c'est ça. Et l'émergence, comme on le dit, ça ne se décrète pas. Ça doit se construire de façon harmonieuse, et lentement mais sûrement. Et je pense qu'on va arriver. Oui. Même si ce n'est pas évident. Oui, lentement mais sûrement. Oui. Bon, moi j'ajoute 2 ou 3 petites choses. C'est que je pense que l'État devrait accompagner les investisseurs par des allègements fiscaux, par exemple, pour qu'ils puissent quand même s'implanter. Et aussi valoriser nos restaurants. Parce que quand dans une zone, un touriste doit y aller et qu'il n'y a pas de professionnels de la cuisine pour pouvoir permettre quand même lui permettre de se restaurer, vous pensez que, vous voyez que ça ne peut pas quand même les aider à y être. Et aussi, je pense que les gens ici en Côte d'Ivoire ont dit qu'on veut mettre l'accent sur l'écotourisme. Par exemple, on veut copier le tourisme marocain, on veut ceci, mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'on y arrive? Vous voyez, le dernier classement du secteur du tourisme en Afrique, le Maroc est 4e. C'est-à-dire que si nous voulons aller comme le Maroc, c'est-à-dire nous devons tendre vers... Or, parmi les 10 là, nous ne sommes même pas dedans. La Côte d'Ivoire ne fait pas partie. Il y a eu d'abord l'Afrique du Sud, après l'Afrique du Sud, on a le Seychelles, l'île Maurice, le Maroc qui vient en 4e position. Et la Côte d'Ivoire ne figure même pas parmi ces 10-là. Alors, qu'est-ce que le Maroc a de potentialité ou bien de patrimoine qui puisse quand même permettre au gouvernement ivoirien de vouloir copier le Maroc? C'est cela que j'ai dit, il faut maintenant valoriser, il faut communiquer dessus. Il faut sortir ce que nous avons. Peut-être que nous avons des richesses exorbitantes que même le Maroc n'est pas. Vous voyez la chose, on parle de tourisme balnéaire. Quand vous prenez Abidjan jusqu'à Tabou, ça fait près de 500 km d'espace qui peuvent être exploités et mis à disposition des touristes. Mais jusque-là, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que même quand dans les différentes présentations, est-ce qu'on fait quand même de ce patrimoine qui existe, qui est vraiment riche et qui peut permettre quand même à des touristes d'avoir envie de venir en Côte d'Ivoire passer du beau temps et puis un moment dire que bon, voilà de l'eau, il faut que j'aille nager un peu, passer un moment dedans. Mais c'est ça. C'est de ça que moi je pense sur ça qu'il faut plutôt mettre l'accent. Et donc à partir de ce moment-là, je crois que on peut aller à cette émergence-là avec le tourisme, le secteur, parce qu'il regorge beaucoup de potentialités. Ce secteur pourvoyeur d'emplois, beaucoup, puisqu'on a dedans, il ne sait pas combien de secteurs, de métiers qu'on peut dénombrer dedans, mais en tout cas, pour ceux qui y sont, ils savent combien il y en a. Alors, quand je prends la restauration, d'abord, je prends les guides, je prends le transport, je prends choses comme on appelle les hôtels. Tout ça, vraiment, c'est de l'emploi qui traîne. Voilà. N'oubliez pas que les Ivoiriennes sont aussi très belles et attirantes. En tout cas, merci beaucoup. Alors, il a abordé tout à l'heure la question du Maroc. Le Maroc, il faut le dire, est un exemple de réussite en la matière. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire peut tirer profit de l'expérience marocaine? Le Maroc, il y a le soleil, il y a le tourisme balnéaire qui est beaucoup développé, mais le dénominateur
le socle solide, c'est la stabilité politique là-bas. Nous avons une monarchie qui existe depuis bien longtemps. La Côte d'Ivoire sort d'une décennie de crise qui l'a beaucoup balafré. Ce qu'on peut faire, et puis bon, le Maroc est à quelques heures de l'Europe. Les gens préfèrent un peu venir se reposer tranquillement au Maroc et puis retourner. Vous voyez, c'est un peu la raison pour laquelle je ne voudrais pas encore remuer le couteau dans la plaie. Quand il y avait la menace d'Ebola, je préférais abandonner la canne que de recevoir les touristes européens avec le bon pactole avec lequel ils viennent souvent. Ce que la Côte d'Ivoire peut faire, c'est de continuer, je l'ai dit, à travailler, faire la promotion. Dire aux gens, autant on va dire aux chocolatiers que nous voulons transformer à tel taux notre cacao, à tel taux notre café, ou bien le coco, la noix de coco, ou bien l'huile de palme. Il faut, allez dire, voici désormais dans le secteur du tourisme, qui s'ouvre d'ailleurs, qui pourrait prendre en compte l'artisanat, voici ce que nous entendons faire. Celui qui vient investir dans ce secteur, voici ce que le code du tourisme, par exemple, dit. Si vous investissez un peu à l'image de ce qu'on a fait dans le secteur de l'éducation, je pense que même du sport, le financement du sport, la parafiscalité dont on parle tant, ça a été une idée dans les années 2007-2008, mais aujourd'hui ça génère beaucoup d'argent et ça aiguise les appétits. On peut dire aux investisseurs qui voudraient construire des hôtels, tout comme on a fait pour ceux qui voulaient construire des internats, des écoles, faire des abattements fiscaux, le dire, vous construisez tel hôtel dans tel coin, voici ce que nous entendons faire. Nous, le temps que vous positionnez, vous capitalisez, vous rentrez, amortissez vos charges, voici ce que nous entendons faire pour vous chaque année. Et puis, travailler les professionnels, mettre les professionnels effectivement à contribution. Il ne faudrait pas que les gens peut-être qui ont eu l'argent, que ce soit un secteur de blanchiment d'argent, des gens qui ont eu l'argent peut-être et qui ne sont pas trop des professionnels du secteur, viennent là pour vouloir construire des hôtels, développer des choses qu'on ne voudrait pas. Il faut mettre à contribution, travailler avec les professionnels du secteur, je pense qu'ils existent. Ils ont été peut-être beaucoup contrariés, ils ont été beaucoup noyés par la décennie de crise, mais je crois qu'ils sont là. Il faut les approcher pour dire, mais comment vous avez fait pour traverser la zone de turbulence? Nous sommes là, voici ce qu'on veut faire désormais. Et puis, je reviens encore sur ce qu'elle a dit. Peut-être que mes enfants qui sont à Abidjan mangent du chocolat, mais ils ne savent pas comment pour eux. C'est la plantation de cacao de son grand-père qui permet de faire du chocolat. Ça veut dire quoi? On doit quand même aider, faire la promotion du tourisme interne. Par exemple, s'il y a la fête des ignames chez les Agnis, ou bien aujourd'hui la fête de Pâques, dans son interprétation un peu, pas païenne, mais son interprétation baoulée. Je vais chahuter, c'est mes beaux-parents, baoulée. On peut dire qu'à telle époque de l'année, voici ce qu'on fait. Donc labelliser tout ce qui est là. Et puis, il faut que le ministère du Tourisme résiste par moment au réaménagement technique au niveau institutionnel, au niveau du gouvernement. Il est arrivé, je crois, des fois qu'il n'y a même pas de ministère du Tourisme. C'était souvent collé à un appendice avec le ministère de l'Artisanat. Par moment, ça a été même bien fait de mettre ça avec le ministère de l'Industrie. Ça serait chose. Et voici autant de solutions, autant de pistes qu'on pourrait explorer. Aujourd'hui, moi je suis là, je vais aller à Korogo, mais dans quel hôtel dormir? Tu peux taper sur le net, là, voilà. C'est ici. Si on a pu le faire ailleurs, en Afrique, aux Seychelles, au Maroc, en Afrique du Sud, avec les safaris, le tourisme religieux, Ouida aussi avec le tourisme religieux, on peut faire tout cela. On peut
On dit copier sur son ami là. Et puis faire bien là, c'est pas aussi mauvais. C'est pas mauvais. Hein? Oui, c'est pas aussi mauvais. C'est pas mauvais. Oui, Eugène? Oui, tout à fait. Moi, ma vision sur comment devenir comme le Maroc, comme vous l'avez dit, copier, c'est pas mauvais. Mais évidemment, si on veut devenir comme le Maroc ou bien on veut aller vers les exploits du Maroc, ça veut dire qu'il faut emprunter la voie qu'a emprunté le Maroc. C'est ce que ça veut dire à mon sens. Donc ça veut dire en clair que ce que le Maroc a fait pour valoriser son tourisme, c'est ce qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Et donc nos autorités en charge du secteur du tourisme ont pesé les contours pour dire que c'est ce qu'il nous faut comme modèle. Alors qu'est-ce qui est comme modèle pour la Côte d'Ivoire? Ça, il faut que les gens essaient de voir comment transposer ce que le Maroc a fait en Côte d'Ivoire. Mais ça, on ne le voit pas sur le terrain. C'est ce qui manque. Et je pense que si le Maroc a réussi, il faut récupérer les experts marocains. Il faut les encourager avec des partenariats à venir investir ici, à copier leur expérience pour que ceux qui vont déposer ici ou bien ils vont investir ici, ils n'iront pas avec. Donc ça nous permettra quand même de mettre l'accent sur la formation. Comment là-bas ils ont réussi à capter les touristes pour la destination de leur pays. C'est ça qui est important de chercher. Parce que si on veut copier, il faut ça. Maintenant, je pense que nos différents conseils régionaux doivent beaucoup s'impliquer dans cette affaire-là. Parce que dans des secteurs, ils sont supposés connaître le patrimoine culturel ou bien touristique de leur zone. Donc c'est à eux, comme me l'avait suggéré une fois, je disais, le ministre du Tourisme, c'est à eux de promouvoir, de valoriser, de dire que nous avons telle chose ici et que vraiment ça mérite attention. Voilà, ça peut faire l'objet de recherche, ça peut faire l'objet d'attirance. Donc il faut qu'on déclare ça comme patrimoine touristique pour que les gens puissent quand même connaître ce secteur-là. Je pense que si on fait ça et que les conseils généraux s'approprient, les conseils régionaux désormais, ce n'est plus généraux, les conseils régionaux, si ça s'approprient ce secteur-là, ça va booster quand même le tourisme en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors pour terminer sur ce thème, quelles sont les perspectives? Comment vous voyez les perspectives pour ce secteur? Les perspectives sont bonnes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le cadre réglementaire a été repassé au peigne fin. Il y a un fonds de développement du tourisme. Il y a des campagnes de communication, même si c'est parce que nous voulons qu'ils soient en cours, aussi bien au plan national et à l'international, encourager les tour opérateurs, mais tout cela devrait reposer sur un socle solide. C'est les investissements qui doivent se poursuivre, l'amélioration de l'environnement sécuritaire, l'amélioration des normes au niveau de nos hôtels, capacité en termes de capacité d'accueil, de standing, commodité, accès à Internet et autres. Vous êtes journaliste, tout comme moi. C'est difficile aujourd'hui au XXIe siècle là, pour un journaliste d'aller dans un hôtel, une chambre d'hôtel, on lui propose sans accès à Internet. C'est vraiment difficile. Il faut continuer à faire des abattements fiscaux pour ceux qui voudraient investir, pour les professionnels qui sont déjà dans le secteur touristique, les encourager davantage à investir. Je voudrais faire une ouverture, peut-être, comme tout repose sur l'environnement sécuritaire, comme je dirais. Nous sommes en train de décoller à nouveau pour une période comme les joutes électorales. Il faut que tout cela se passe bien pour que, à l'heure du bilan, en décembre 2015, qu'on dise, voici, on a atteint peut-être, on cherchait les 500 ou combien, qu'on a atteint les 600 ou 700 000 touristes.
Et peut-être tout cela pourrait se faire aussi, l'amélioration du taux de l'emploi des stèles pourrait se faire de concert avec les Ivoiriens de la diaspora qui ont des amis investisseurs, des amis qui voudraient venir voir ici, voir les potentialités d'investissement. Il faut encourager davantage les Ivoiriens de la diaspora à revenir au pays. Oui, Eugène, vous terminez sur... Ok, bon, moi je pense qu'en termes de perspective, c'est tout à fait encourageant, c'est bon, parce que nous notons déjà une volonté des gouvernants à accompagner le secteur. Mais cette volonté doit être matérialisée pour qu'on y arrive. C'est tout ce que je pense qui est bon et qui doit incessamment intervenir pour que le secteur du tourisme soit une réalité quand même en Côte d'Ivoire, je pense. Alors nous retenons que les perspectives sont bonnes et la Côte d'Ivoire est déterminée à faire du tourisme un moteur de croissance économique. Parlons à présent de la contribution de la diaspora dans la relance économique. Alors le chef de l'État, Alassane Ouattara, a pour ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Alors, chers confrères, selon vous, comment est-ce que la diaspora ivoirienne peut contribuer à la réalisation de cette vision? Merci. Je pense que pour la diaspora, pour moi, c'est très simple. La diaspora constitue la matière grise. Or, pour un pays, pour prendre son envol, il faut compter sur ces hommes, les ressources humaines. Ayant déjà fait leur preuve par leur contribution où ils sont, dans les pays de la diaspora, je pense que si cette matière grise-là est mise à contribution au pays, avec le pays, je crois que la Côte d'Ivoire gagnerait. Et donc, pour les encourager à venir investir, à venir se mettre au service de leur pays, on a toujours dit qu'il faut des mesures d'accompagnement, il faut les rassurer pour dire que si vous investissez ici, avec ce que vous avez comme bagage intellectuel, voilà le secteur qui vous serait profitable, le secteur que nous vous présentons. En ce moment, on pourra les aider à s'installer et leur expérience permettra à la Côte d'Ivoire quand même d'aller. Parce que tout ce que nous partons chercher ailleurs, c'est parce qu'il n'y en a pas ici qu'on va chercher ailleurs. Une fois on l'a eu, si on peut venir mettre à contribution, mettre au service du pays, je pense que ça aidera le pays à aller vite et très vite d'ailleurs à l'émergence. Oui, M.